Tu n'es plus rien ici. Ces mots, prononcés à voix haute devant toute la salle, firent tressaillir Clara. Elle se tenait près de la table du repas funéraire, serrant dans sa main un verre de compote, et sentait des dizaines de regards se planter en elle de toutes parts. Gertrude, sa belle-mère, se dressait devant elle dans une robe noire qui, sur sa silhouette corpulente, ressemblait à une armure. Le visage de la femme était déformé par une haine si intense que Clara recula involontairement d'un pas. « Tu m'as bien entendu ? Personne. Un néant. Une parasite qui s'est accrochée à mon fils. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Les invités, les proches, les amis, les collègues du défunt restèrent figés, leurs fourchettes suspendues en l'air. Certains détournèrent le regard, d'autres observaient la scène avec une curiosité malsaine. Clara sentit une boule lui remonter dans la gorge. Elle voulait répondre, se défendre, mais les mots restèrent coincés quelque part au fond d'elle-même. Et que pouvait-elle dire? Qu'elle aimait Mathias? Qu'il l'aimait? Qu'ils avaient été heureux pendant ces 5 années, malgré toutes les tentatives de sa belle-mère pour détruire leur mariage? « Gertrude, dit-elle doucement, ce sont des obsèques. Pas ici, je vous en prie. »« Et où alors » cria la belle-mère. « Où est-ce que je suis censée dire la vérité? Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu as ensorcelé mon garçon? Pour l'argent, pour l'appartement. Et maintenant qu'il n'est plus là. » La voix de la femme trembla. Pendant une fraction de seconde, quelque chose d'humain passa dans ses yeux, la douleur d'une mère ayant perdu son fils unique. Mais cela ne dura qu'un instant. « Fais tes valises et dégage. L'appartement est à moi, la voiture est à moi, la maison de campagne est à moi. Tout ce qui appartenait à Mathias m'appartient de droit. » Clara se tut. Elle regardait sa belle-mère en pensant qu'elle savait quelque chose que personne d'autre dans cette salle ne savait. Ce que Mathias lui avait confié 1 semaine avant sa mort. Ce qui allait tout changer. « Maman, ça suffit !» lança une voix venant de côté. Ingrid, la sœur de Mathias, s'approcha et prit sa mère par le bras. Grande, maigre, aux traits anguleux et aux yeux gris froids. Elle avait toujours rappelé à Clara un oiseau de proie. « Ne fais pas de scandale, les invités regardent. »« Qu'ils regardent, » s'acharna Gertrude. « Que tout le monde voit ce qu'elle est. Pendant 5 ans, elle a embobiné mon fils, et maintenant, elle joue la veuve éplorée. » Ingrid lança à Clara un regard qui disait clairement « Nous en reparlerons. » Puis, avec douceur mais fermeté, elle emmena sa mère à l'écart. Clara resta debout au milieu de la salle, se sentant totalement anéantie. Peu à peu, les invités reprirent leur repas et leur conversation, faisant semblant que rien ne s'était passé. Mais les chuchotements derrière son dos, les regards en coin, tout cela était insupportable. « Clara, viens prendre l'air. » Sophie, la seule véritable amie qui était restée à ses côtés pendant ces jours terribles, lui prit la main et l'entraîna vers la sortie. Dehors, il faisait froid. Le vent de novembre transperçait jusqu'aux os, mais Clara ne le remarqua même pas. Elle se tenait sur le perron du restaurant où avaient lieu les obsèques et regardait le ciel gris. « Ne l'écoute pas, » dit Sophie, en posant un manteau sur ses épaules. Elle n'est pas elle-même à cause du chagrin. Elle a toujours été comme ça, répondit Clara à voix basse. Depuis le premier jour où Mathias nous a présentés. Tu te souviens? Je t'en avais parlé. Sophie hocha la tête. Elle se souvenait de tout. De la façon dont Gertrude avait fait un scandale à leur mariage, traitant la mariée de chasseuse de fortune. De la manière dont elle avait essayé de convaincre son fils de divorcer quand Clara était tombée enceinte. Des reproches incessants, des humiliations, des tentatives de dresser Mathias contre sa femme. Mais maintenant, tout est différent, dit Clara en se tournant vers son ami. Mathias n'est plus là, et il n'y a plus personne pour me protéger. Il y a moi. Sophie, tu ne comprends pas. Ils ont l'argent, les relations, les avocats. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Un salaire de comptable et une fille de 5 ans sur les bras. À la pensée de Martha, son cœur se serra. La petite était restée à la maison avec la nounou. Clara n'avait pas pu l'emmener aux obsèques. C'était trop difficile d'expliquer à un enfant pourquoi papa ne reviendrait plus. Clara, et l'héritage?
demanda prudemment Sophie. Mathias a sûrement laissé quelque chose. Clara resta silencieuse un instant, puis sortit son téléphone de sa poche et montra un message à son ami. C'est le notaire. Il vient demain pour la lecture du testament. Le testament? Sophie leva les sourcils, surprise. Mathias a rédigé un testament 1 semaine avant l'accident. Un éclair de compréhension passa dans les yeux de son amie. Elle connaissait Clara assez bien pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple formalité juridique. Tu sais ce qu'il y a dedans? Clara hocha la tête. Il m'en a parlé dans les grandes lignes, mais il m'a demandé de me taire jusqu'à la lecture officielle. Il a dit que c'était mieux ainsi. Et tu t'es tue? Même quand Gertrude? Surtout à ce moment-là. Sophie siffla doucement. Eh bien, dis donc, à ta place, j'aurais déjà tout balancé. Mathias me l'a demandé, et puis... Clara esquissa un sourire amer. De toute façon, personne ne m'aurait cru. Il vaut mieux que le notaire l'annonce officiellement. Elles gardèrent le silence. Du restaurant leur parvenait le brouhaha des voix, le tintement de la vaisselle. Les obsèques suivirent leur cours. « On rentre » demanda Sophie. « Non, moi je rentre à la maison, auprès de Martha. »« D'accord, je te conduis. »« Merci Sophie. Vraiment, merci. » Le trajet jusqu'à la maison dura environ une demi-heure. Sophie conduisait en silence, jetant de temps à autre des regards inquiets à son amie. Clara, elle, regardait les maisons défiler derrière la vitre et repensait à la façon dont tout avait commencé. Ils s'étaient rencontrés 6 ans plus tôt, lors d'une soirée d'entreprise. Mathias venait tout juste de prendre ses fonctions de directeur de la société de construction fondée par son père. Grand, brun, avec un sourire désarmant et de doux yeux bruns, il se distinguait immédiatement dans la foule. Clara travaillait au service comptable de l'entreprise. Discrète, modeste, presque invisible. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme comme lui puisse s'intéresser à elle. Et pourtant, il l'avait fait. « Pourquoi vous restez seul ?» lui avait-il demandé en s'approchant avec une coupe de champagne. « C'est une fête quand même. »« Je n'aime pas beaucoup les événements bruyants, » avait-elle répondu timidement. « Moi non plus, » avait-il souri. « Alors n'aimons-les pas ensemble. » Ils avaient parlé toute la soirée. Puis, il lui avait proposé de la raccompagner. Ensuite, il y avait eu des cafés, des dîners, des promenades, et 6 mois plus tard, une demande en mariage. « Tu es sûre ?» avait demandé Clara à l'époque. « Nous venons de mondes différents. Ta mère... » « Ma mère s'y habituera, » avait répondu Mathias avec assurance. « Et les mondes, ce sont des bêtises. Une seule chose compte. Je t'aime, et je veux être avec toi. Toujours. » Il s'était trompé à propos de sa mère. Gertrude ne s'était jamais habituée, n'avait jamais accepté, ne s'était jamais résignée. « Cette fille n'est pas pour toi, » répétait-elle à son fils à chaque occasion. Ni les origines, ni l'éducation. Une simple comptable. Tu aurais pu trouver quelqu'un de notre milieu. Mathias n'écoutait pas. Il aimait Clara sincèrement, fidèlement, véritablement, et la défendait contre les attaques de sa mère comme il le pouvait. Puis Martha était née, et Clara avait cru que cela adoucirait sa belle-mère. Une petite fille, tout de même. Mais Gertrude avait simplement ricané. Encore heureux que ce ne soit pas une fille. Ah non, même pas. Il aurait mieux valu un garçon, un héritier. Pendant 5 ans, ils avaient vécu dans un état de guerre froide. La belle-mère dans son manoir à la périphérie de Munich, eux dans l'appartement que Mathias avait acheté spécialement pour vivre séparément. Et puis l'accident était arrivé. Clara n'arrivait toujours pas à croire qu'il ne reviendrait plus jamais, que la porte ne s'ouvrirait plus pour le laisser entrer avec un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat, qu'elle n'entendrait plus sa voix, son rire, qu'elle ne sentirait plus ses bras autour d'elle. La police avait parlé d'une perte de contrôle. Route mouillée, virage serré, un poteau, une mort instantanée. Mais Clara se souvenait de leur dernière conversation, 1 semaine avant ce jour fatal. « Clara, il faut que je te dise quelque chose. » Mathias était plus sérieux que jamais. « J'ai fait un testament. »« Quoi? Pourquoi ?» Elle avait eu peur. « Tu vas bien? Tu es malade? »« Non, non, tout va bien. Je veux simplement vous protéger, Martha et toi, au cas où. » « Protéger de quoi? »
Il s'était tu un instant, puis avait dit « Maman et Ingrid ne sont pas celles qu'elles paraissent être. J'ai longtemps refusé d'y croire, mais maintenant j'ai des preuves. » Des preuves de quoi? Qu'elle vole l'entreprise depuis plusieurs années, qu'elle détourne de l'argent via des sociétés écrans. Et si jamais il m'arrivait quelque chose… Il n'avait pas terminé sa phrase. Il l'avait serrée très fort contre lui et avait murmuré « Je t'aime. Quoi qu'il arrive, souviens-toi de ça. » À l'époque, elle n'avait pas pris ses paroles au sérieux. Elle avait pensé « Il exagère, il est nerveux à cause des problèmes au travail. » Une semaine plus tard, il n'était plus là. « On est arrivé !» La voix de Sophie la ramena à la réalité. Clara regarda par la fenêtre. La cour familière, l'entrée familière, l'immeuble qu'elle et Mathias avaient choisi ensemble. « Merci de m'avoir conduite. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, à n'importe quelle heure. » Clara hocha la tête et sortit de la voiture. L'appartement l'accueillit dans le silence. La nounou avait couché Martha et était assise dans la cuisine avec une tasse de thé. « Comment elle va ?» demanda Clara. Elle a demandé après son papa. Je lui ai dit qu'il était au ciel et qu'il la regardait de là-haut. Merci, Elisabeth. Quand la nounou partit, Clara entra doucement dans la chambre d'enfant. Martha dormait, serrant contre elle un ours en peluche, le cadeau de Mathias pour son 3e anniversaire. Dans son sommeil, la petite souriait et le cœur de Clara se serra. « Je vais y arriver », murmura-t-elle en regardant sa fille. « Pour toi, j'y arriverai. » Le lendemain commença par un appel téléphonique. Un numéro inconnu s'afficha sur l'écran à 9 heures précises. « Clara ?»« Gerhard Schmidt, notaire. Nous avions convenu d'un rendez-vous. »« Oui, bien sûr. Où et quand ?»« Si cela vous convient, à 13 heures à mon étude. Je vous enverrai l'adresse par message. »« D'accord, je serai là. » Et encore une chose. La voix du notaire hésita légèrement. « J'ai déjà contacté les autres personnes concernées, Gertrude et Ingrid. Elles seront également présentes. » Le cœur de Clara fit un bond. « Je comprends. À tout à l'heure. » Après avoir raccroché, elle resta assise un moment sans bouger. Puis elle se leva, prit une douche, s'habilla. Elle choisit une robe noire stricte. Le deuil n'était pas terminé. Elle se coiffa, maquilla très légèrement ses yeux. Dans le miroir, elle vit une jeune femme fatiguée, avec de sombres cernes et les lèvres crispées. 28 ans, et elle en paraissait 40. « Ce n'est rien, » dit-elle à son reflet. « Aujourd'hui, tout va changer. » Elle confia Martha à Sophie, qui accepta de garder la fillette quelques heures. Aux questions de son amie, Clara répondit de manière évasive. Elle ne voulait rien dire à l'avance. L'étude du notaire se trouvait dans le centre de Munich, dans un vieux bâtiment au haut plafond et au plancher qui craquait. Clara arriva 15 minutes en avance et fut la première. « Entrez, je vous en prie », dit la secrétaire en la conduisant dans le bureau. « Gerhard va arriver. » Le bureau était aménagé avec sobriété et sérieux. Un grand bureau en bois sombre, des fauteuils en cuir, des bibliothèques le long des murs. Sur l'un d'eux, le portrait d'un homme respectable en costume ancien. Clara s'assit dans le fauteuil indiqué et attendit. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et le notaire entra. Un homme âgé, à la barbe grise et au regard attentif derrière ses lunettes. Derrière lui, Gertrude et Ingrid. La belle-mère lança à Clara un regard de mépris, mais ne dit rien. Apparemment, elle avait décidé de respecter les convenances, au moins ici. Ingrid, en revanche, esquissa un sourire à peine perceptible, comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit Gerhard en prenant place derrière son bureau et en sortant un dossier de son coffre-fort. « Nous sommes réunis ici pour la lecture des dernières volontés de Mathias Kornefeld. » Gertrude soupira bruyamment et se tamponna les yeux avec un mouchoir. Ingrid restait immobile, telle une statue. Le testament a été rédigé le 15 novembre de cette année et authentifié par moi-même, poursuivit le notaire. Au moment de la signature, Mathias était sain d'esprit et pleinement conscient, ce qui a été confirmé par un certificat médical. « Allez droit au but », lança Ingrid avec impatience.
Nous connaissons la procédure. Gérard lui jeta un regard rapide par-dessus ses lunettes, mais ne discuta pas. Très bien. Je vais lire les dispositions principales. Il s'éclaircit la gorge et commença. Moi, Mathias Kornefeld, saint d'esprit et pleinement conscient, révoque par le présent testament tous les testaments et dispositions antérieures. Ingrid se raidit. Gertrude cessa de soupirer. Tous mes biens meubles et immeubles, y compris l'appartement situé Gartenstrasse, numéro 15, appartement 42, le véhicule de marque BMW, immatriculation. Le notaire énuméra en détail l'ensemble des biens de Mathias. L'appartement, la voiture, la maison de campagne, les comptes bancaires, le montant total était considérable. Ainsi que ma participation de 60% dans le capital de Kornefeld Construction. Je lègue l'ensemble à parts égales à mon épouse, Clara Kornefeld, et à ma fille, Martha Kornefeld. Un silence épais s'abattit sur le bureau, si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Gertrude fut la première à réagir. « Quoi » Sa voix se brisa en un cri aigu. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« J'ai lu la volonté de votre fils, » répondit calmement le notaire. « Tous les biens reviennent à son épouse et à sa fille. » C'est impossible. Il doit y avoir une erreur ou une falsification. Je vous assure que le document est authentique. J'étais personnellement présent lors de sa rédaction et de sa signature. Ingrid pâlit à tel point que les taches de rousseur sur son visage ressemblaient à des éclaboussures rousses sur une toile blanche. « Et nous, alors » siffla-t-elle. « Nous sommes sa famille, ses parents de sang. » « Le testament comporte un paragraphe distinct vous concernant, » dit Gérard en tournant une page. Je cite, « À ma mère, Gertrude Kornefeld, et à ma sœur, Ingrid Kornefeld, je ne laisse rien, pour des raisons qui leur sont parfaitement connues. Les détails sont exposés dans un document séparé, qui sera remis à mon épouse. » « Quoi » Gertrude se leva d'un bond. « Quelle raison ? Quel document ?» Le notaire sortit impassiblement de la chemise une enveloppe scellée. « Ce document. Conformément à la volonté du défunt, je dois le remettre personnellement à Clara. Le contenu de cette enveloppe n'est connu que d'elle et du défunt. » Clara prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme. « Merci, Gérard. »« C'est un abus de pouvoir. » Gertrude frappa du poing sur la table. « Je contesterai ce testament. Mon fils n'était pas dans son état normal. Elle l'a ensorcelé, elle l'a empoisonné avec quelque chose. »« C'est votre droit, » acquiesça le notaire. « Cependant, je dois vous avertir que le document est irréprochable et que le certificat médical attestant de sa capacité est joint. Les chances de succès d'une contestation sont extrêmement faibles. Je me moque des chances. Je trouverai les meilleurs avocats, Maman. La voix d'Ingrid était glaciale. Ça suffit. Allons-y. Elle se leva, prit sa mère par le bras et l'entraîna vers la sortie. Arrivée à la porte, elle se retourna et regarda Clara. Il y avait dans ce regard une telle haine que Clara frissonna involontairement. « Ce n'est pas fini, » cracha Ingrid. « Tu paieras pour tout. » La porte se referma derrière elle avec fracas. Clara resta seule avec le notaire. Ils gardèrent le silence un moment. « Vous saviez » demanda enfin Gérard. « Dans les grandes lignes. Mathias m'en a parlé avant sa mort. C'était un homme bien, honnête, une qualité rare de nos jours. » Oui. Clara avala difficilement la boule qui lui serrait la gorge. « Ce ne sera pas facile pour vous. » Le notaire ôta ses lunettes et les essuya avec un mouchoir. « Ils ne reculeront pas, surtout Ingrid. C'est une femme particulière. »« Je sais. Si vous avez besoin d'une aide juridique, voici une carte de visite. » Il lui tendit un petit rectangle de carton. « Christian Weber, excellent avocat, spécialisé dans les affaires successorales. Dites-lui que vous venez de ma part, il vous aidera. » Clara prit la carte. « Merci, Gérard, pour tout. Il n'y a pas de quoi me remercier. Je n'ai fait que mon travail et respecté la volonté de votre mari. » Il se tut un instant, puis ajouta « Mathias vous aimait énormément. Il en parlait lorsqu'il rédigeait le testament.
Il disait que vous étiez la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Les larmes que Clara retenait depuis si longtemps jaillirent enfin. Elle pleurait en silence, le visage enfoui dans ses mains. Le notaire se détourna délicatement vers la fenêtre, lui laissant le temps de reprendre ses esprits. Le soir, après avoir couché Martha, Clara s'assit à la table de la cuisine et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles couvertes de l'écriture familière de Mathias. « Clara, mon amour, si tu lis cette lettre, c'est que ce que je craignais est arrivé. Cela signifie que je ne suis plus à tes côtés. Pardonne-moi de t'avoir laissé seule. Pardonne-moi de ne pas avoir su te protéger jusqu'au bout. Mais je dois te dire la vérité, toute la vérité sur ma famille, sur ce qui se cachait derrière la façade de respectabilité toutes ces années. Ma mère et ma sœur sont des voleuses. C'est brutal à dire, mais c'est la vérité. Depuis la mort de mon père, elles détournent systématiquement de l'argent de l'entreprise. D'abord de petites sommes, puis de plus en plus. À ce jour, le montant atteint environ 50 millions d'euros. Je l'ai découvert par hasard, il y a 6 mois. J'ai remarqué des transactions étranges dans les rapports comptables, j'ai commencé à creuser et j'ai mis au jour tout un système, sociétés écrans, contrats fictifs, rétrocommissions. Tout cela a été organisé par Ingrid. Maman est très probablement au courant, mais elle ne participe pas activement. Elle ferme simplement les yeux et profite de l'argent. J'ai réuni des preuves. Tous les documents se trouvent dans un dossier conservé dans le coffre bancaire numéro 247 à la Banque bavaroise. La clé du coffre est cachée derrière la bibliothèque de mon bureau, derrière un volume de Dostoïevski. Clara, je ne sais pas quoi faire de ces informations. C'est ma famille, ma mère, ma sœur. Je ne peux pas simplement aller à la police et les dénoncer. Mais je ne peux plus me taire. J'ai décidé de leur parler, de leur donner une chance de tout réparer, de rendre l'argent, d'arrêter de voler. Si elles acceptent, j'oublierai tout. Sinon... Mais si tu lis cette lettre, cela signifie que la conversation ne s'est pas déroulée comme je l'espérais. Clara, sois prudente. Ingrid est dangereuse. Elle est capable de beaucoup de choses pour l'argent. Ne lui fais pas confiance. Et ne fais pas confiance à maman non plus. Elle est entièrement sous l'influence de ma sœur. Je t'aime. J'aime notre Martha. Vous êtes ma vraie famille. Et j'ai tout fait pour que vous soyez protégés. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. À jamais tien, Mathias. Clara lut la lettre encore et encore. Les larmes tombaient sur le papier, brouillant l'encre. La conversation ne s'est pas déroulée comme je l'espérais. Cette phrase ne cessait de la hanter. Qu'est-ce que cela voulait dire? Que s'était-il passé? Et surtout, l'accident était-il vraiment un simple accident? Cette question, telle une aiguille glacée, se planta dans son cœur et ne la lâcha plus. Les jours suivants passèrent dans une sorte de brouillard. Clara accomplissait mécaniquement les gestes du quotidien. Elle préparait le petit déjeuner de Martha, l'emmenait à la maternelle, allait travailler. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la lettre de Mathias. Au travail, elle fut accueillie par des regards compatissants et des condoléances. Les collègues tentaient de la soutenir, mais Clara se sentait distante, comme si elle observait tout à travers une vitre épaisse. Le 3e jour après la lecture du testament, Sophie appela. « Clara, comment tu vas? Je tiens le coup. Écoute, il y a quelque chose... J'ai appris des choses sur Ingrid. » Clara se tendit. « Quoi exactement? » « Tu sais que je travaille dans une compagnie d'assurance. Eh bien, le dossier de l'accident de Mathias est passé par notre service. J'ai regardé les pièces et il y a quelque chose de bizarre. »« Quoi? » ?»« Pas au téléphone. Retrouvons-nous ce soir, au café habituel. D'accord? » ?»« D'accord. » Le café Gemütlich se trouvait dans une ruelle calme, non loin de chez Clara. Un petit établissement presque familial, avec des nappes à carreaux et une odeur de pâtisserie fraîche. Elle et Sophie y venaient souvent pour discuter et s'évader du quotidien. Son amie l'attendait déjà à une table d'angle. Devant elle, une tasse de café refroidi. Elle était visiblement arrivée en avance. « Raconte. » Clara s'assit en face d'elle. Sophie regarda autour d'elle et baissa la voix. « J'ai étudié le rapport de l'accident. La version officielle dit que le conducteur a perdu le contrôle sur la route mouillée. Mais...
Les experts ont trouvé des traces de freinage sur l'asphalte. Mathias a freiné quelques mètres avant le virage, ce qui signifie qu'il a vu le danger et a tenté de s'arrêter. Et qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? Ce qui est étrange, c'est que les freins n'ont pas fonctionné. Pas du tout. La voiture a continué à la même vitesse. Clara sentit le froid l'envahir. Tu veux dire que… Je ne veux rien dire. Je me contente d'énoncer les faits. Le système de freinage n'a pas été correctement examiné. L'affaire a été classée comme accident. Trop rapidement, à mon avis. Qui a classé l'affaire? L'inspecteur Krauss. Et voici un autre détail intéressant. Sa femme est la cousine d'Ingrid. Clara eut le souffle coupé. Sophie, tu te rends compte de ce que ça signifie? Oui. Et ce n'est pas tout. Sophie sortit de son sac une feuille pliée. J'ai trouvé un témoin. Un homme qui habite près du lieu de l'accident. Il a vu quelqu'un fouiller sous la voiture de Mathias sur le parking près de son bureau, quelques heures avant. Qui? Il n'a pas vu le visage, mais il a décrit la silhouette. Grand, mince, veste noire et avec des cheveux roux. Des cheveux roux. Clara ne connaissait qu'un seul homme roux dans l'entourage d'Ingrid. Thomas, son amant, qui prétendait travailler dans un garage. Sophie, je dois parler à ce témoin. Je te donnerai son numéro, mais Clara, sois prudente. Si c'est vrai, si l'accident a été provoqué, alors ils sont capables de tuer. Je sais. Mais je ne peux pas laisser ça comme ça. Mathias mérite justice. Le lendemain matin, Clara appela le numéro figurant sur la carte de visite que le notaire lui avait donnée. Cabinet d'avocat Weber, j'écoute. Bonjour. Puis-je parler à Christian Weber? Gerhard Schmidt me l'a recommandé. Un instant, je vous le passe. Quelques secondes plus tard, une voix masculine retentit dans le combiné. Grave, calme, assurée. Weber, je vous écoute. Je m'appelle Clara Kornefeld. Mon mari est décédé récemment et j'ai besoin d'une aide juridique. Gerhard m'a prévenu de votre possible appel. Pouvez-vous venir aujourd'hui, disons à 15 heures? Oui, bien sûr. Vous connaissez l'adresse? Je la trouverai. Alors à tout à l'heure, Clara. Le cabinet de l'avocat se trouvait dans un centre d'affaires moderne. Verre, béton, rampe chromée, un contraste saisissant avec l'étude ancienne du notaire. Christian Weber était un homme d'environ 35 ans, aux cheveux foncés et aux yeux gris attentifs. Il accueillit Clara près de l'ascenseur et la conduisit dans son bureau, spacieux et lumineux, avec une baie vitrée donnant sur la ville. Asseyez-vous, je vous en prie. Café, thé? Merci, rien ne me fera plaisir. Il s'assit en face d'elle, les mains jointes sur le bureau. Racontez-moi tout depuis le début. Clara parla du testament et de la réaction de sa belle-mère, de la lettre de Mathias et de ses accusations, des étrangetés dans le dossier de l'accident et du témoin du parking. Christian l'écoutait sans l'interrompre, prenant parfois des notes dans son carnet. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux un moment, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Donc, vous soupçonnez que l'accident a été provoqué? Oui. Et que votre belle-sœur est derrière tout cela? Oui. C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves? Pour l'instant, seulement des éléments indirects. Le témoignage, des informations sur la clôture de l'affaire. Ce n'est pas suffisant pour ouvrir une procédure pénale, mais suffisant pour lancer une enquête privée. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Clara, je vais être honnête avec vous. Si vos soupçons sont fondés, vous avez affaire à des gens dangereux, des gens capables de tuer pour de l'argent. Vous n'avez pas seulement besoin d'une aide juridique, vous avez besoin de protection. Je comprends. Bien. Il se tourna vers elle. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, je m'occupe de l'aspect officiel, l'entrée en succession, la défense de vos droits en tant que veuve. Deuxièmement, nous récupérerons les documents du coffre bancaire dont parlait votre mari. Troisièmement, je ferai intervenir un détective privé pour vérifier les informations sur l'accident. Combien cela va-t-il coûter? Pour commencer, rien. Considérez cela comme une avance de bonne volonté. Gerhard est un vieil ami et mon mentor. Il recommande rarement quelqu'un. Cela signifie que votre affaire en vaut la peine.
Clara sentit les larmes lui monter aux yeux, cette fois de gratitude. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci beaucoup. Ne me remerciez pas trop vite. Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Le soir même, Clara rentra chez elle, dans l'appartement qu'elle et Mathias avaient choisi ensemble. Martha était chez Sophie, qui avait accepté de la garder encore quelques heures. L'appartement l'accueillit par son vide et son silence. Partout, il y avait des traces de la présence de Mathias. Ses livres sur les étagères, sa tasse préférée dans la cuisine, sa veste accrochée au porte-manteau dans l'entrée. Clara entra dans le bureau, une petite pièce que Mathias avait aménagée pour travailler à domicile. Un bureau avec un ordinateur, un fauteuil, des étagères le long des murs. Elle s'approcha de la bibliothèque et trouva le volume de Dostoïevski. Crime et châtiment. Ironie du sort. Elle tira le livre vers elle. Derrière, une petite niche apparut dans le mur, avec la clé du coffre bancaire. Et un autre mot. Mon amour, si tu as trouvé ceci, c'est que tu as lu ma lettre. Prends soin de toi. Je serai près de toi, même si tu ne me vois pas. Toujours tiens. Clara serra le mot contre sa poitrine et pleura. Elle pleura longtemps, jusqu'à ce que les larmes s'épuisent. Puis, elle se leva, s'essuya le visage et composa le numéro de Christian. « J'ai trouvé la clé. Quand pouvons-nous aller à la banque ? » « Demain matin. Je passerai vous prendre à 9 heures. » Le lendemain, ils étaient assis dans une salle privée de la banque bavaroise. Devant eux, sur la table, le contenu du coffre numéro 247. Le dossier de documents était épais. Impression de virements bancaires, copie de contrats fictifs, photographies, enregistrement audio sur une clé USB. Christian examinait les papiers avec un intérêt professionnel. « Votre mari a fait un travail colossal. Il y a ici suffisamment de preuves pour plusieurs affaires pénales. » Et maintenant ? Maintenant, nous allons agir par étapes. D'abord, l'entrée en succession et la prise de contrôle de l'entreprise. Ensuite, un audit et une enquête officielle sur les détournements. Et en parallèle, le travail sur l'accident. Et Ingrid, elle va essayer de m'en empêcher. Sans aucun doute. Mais désormais, nous avons des atouts. Elle ne le sait pas, et nous allons jouer sur l'effet de surprise. Clara hocha la tête. Pour la première fois depuis ces jours terribles, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Les 2 semaines suivantes furent consacrées à un travail intense. Christian s'occupait des formalités juridiques, Clara étudiait les documents de Mathias et les affaires de l'entreprise. Il apparut que la situation de Kornefeld Construction était pire qu'elle ne l'imaginait. Ingrid, profitant de son poste de directrice financière, avait détourné non pas 50, mais près de 70 millions d'euros. L'entreprise était au bord de la faillite. Ils comptaient faire faillite, expliqua Christian. Sortir tous les actifs, puis effacer les dettes par une procédure de liquidation. Un schéma classique. Mais c'est un crime. Bien sûr, mais difficile à prouver sans documents. Heureusement, votre mari les a rassemblés. Parallèlement, le détective privé engagé par Christian travaillait sur l'affaire de l'accident. Il retrouva le témoin du parking et enregistra sa déposition. Il retrouva le mécanicien qui avait examiné la voiture de Mathias après l'accident et avait remarqué d'étranges dommages sur le système de freinage. Il retrouva même des images de caméras de surveillance montrant un homme fouillant sous la voiture. C'est lui. Clara regardait l'image floue de l'homme aux cheveux roux. Thomas, l'amant d'Ingrid. Vous en êtes sûr ? Absolument. Alors il faut creuser davantage, établir le lien entre lui et Ingrid, trouver le mobile, peut-être des ordres directs. Un soir, alors que Clara venait chercher Martha à la maternelle, Ingrid s'approcha d'elle. Elle apparut comme surgie de nulle part, dans un manteau coûteux, les cheveux parfaitement coiffés et un sourire froid aux lèvres. « Nous devons parler. » Clara serra instinctivement sa fille contre elle. « Nous n'avons rien à nous dire. »« Oh si, par exemple, du fait que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu le sais très bien. » Ingrid s'approcha encore, ses yeux froids et impitoyables se plantant dans Clara comme des aiguilles d'acier.
Je sais que tu as engagé un avocat. Je sais que tu fouilles dans les documents. Je sais pour le détective. Clara resta silencieuse. Écoute-moi bien. Tu n'es personne. Un néant. Un accident dans la vie de mon frère. Si tu crois pouvoir changer quoi que ce soit... Maman, j'ai peur, murmura Martha en se serrant contre elle. Clara caressa la tête de sa fille et regarda Ingrid droit dans les yeux, sans détourner le regard. Pars, et ne t'approche plus jamais de mon enfant. Ingrid ricana. Comme tu es courageuse. On verra combien de temps ça durera. Elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant sur l'asphalte. Clara resta là, serrant sa fille contre elle, sentant son cœur battre à tout rompre. Mais il n'y avait pas de peur, seulement une détermination glaciale. La même nuit, Christian l'appela. « Clara, nous avons un problème. Quelqu'un a piraté le serveur de mon cabinet et volé des copies des documents de votre dossier. » Ingrid ? Très probablement. Maintenant, elle sait tout ce que nous savons. Que faire ? Agir plus vite qu'elle. J'ai un plan, mais j'ai besoin de votre confiance totale. L'ai-je ? Oui. Alors écoutez. Le plan de Christian était risqué, mais il n'y avait pas d'autre option. Ils allaient tendre un piège à Ingrid, la provoquer afin qu'elle commette un acte exploitable comme preuve. Nous allons laisser courir la rumeur que vous avez trouvé la preuve principale. Un enregistrement d'une conversation entre Ingrid et Thomas, où elle donne des instructions directes concernant l'accident, expliqua l'avocat. En réalité, cet enregistrement n'existe pas, mais elle l'ignore. Et que fera-t-elle ? Elle essaiera d'obtenir cet enregistrement à n'importe quel prix, et c'est là que nous la prendrons. Clara comprenait qu'elle se mettait en danger, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait aller jusqu'au bout, pour Mathias, pour Martha, pour elle-même. Le piège se referma plus vite qu'il ne l'avait prévu. 3 jours après le lancement de la rumeur, Clara fut convoquée à la police. Il s'avéra qu'une plainte avait été déposée contre elle pour escroquerie et falsification de documents. Une certaine Ingrid Kornefeld affirme que vous avez fabriqué le testament de son frère, expliquait l'enquêteur, un jeune homme au visage fatigué, et que vous vous êtes approprié des biens qui, selon la loi, lui appartiennent ainsi qu'à sa mère. C'est faux. Le testament est authentique. Il a été certifié par un notaire. Nous allons vérifier. En attendant, vous devrez rester en ville et vous présenter à chaque convocation. Christian, présent lors de l'audition, se contenta de sourire avec ironie. C'est tout ce qu'elles ont trouvé ? C'est ridicule. L'affaire s'écroulera avant même de commencer. Mais ce n'était que le début. Le lendemain, des représentants des services de protection de l'enfance se présentèrent à l'appartement de Clara. Ils agissaient sur la base d'un signalement anonyme pour négligence parentale. Nous devons examiner les conditions de logement et parler avec l'enfant, déclara d'un ton sec une femme à lunettes. Clara, glacée d'effroi, les laissa entrer. Martha eut peur des inconnus et se mit à pleurer. La femme des services sociaux prenait des notes dans son carnet avec l'air de consigner une infraction grave. « Nous établirons un rapport et vous recontacterons », dit-elle en partant. Lorsque la porte se referma derrière eux, Clara s'effondra par terre et se mit à sangloter. C'en était trop. Ils tentaient de lui enlever sa fille. Ils avaient dépassé toutes les limites. Christian était hors de lui. C'est un délit pénal d'utiliser les services sociaux comme un instrument de pression. Que dois-je faire ? Pour l'instant, rien. Je vais déposer une plainte contre les agissements des services sociaux et joindre des documents sur vos conditions de vie et vos revenus. Ils n'ont aucun fondement pour retirer l'enfant. Mais ils peuvent fabriquer quelque chose. Ils peuvent essayer, mais nous serons prêts. Clara le regardait, épuisée, à bout de force, mais pas brisée. Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi m'aider ? Christian garda le silence un instant. Parce que c'est juste, parce que la justice doit triompher, et parce que... Il hésita. Parce que vous êtes une femme forte, Clara, et vous méritez une vie meilleure. Dans ses yeux, elle vit quelque chose de plus qu'un simple intérêt professionnel. Mais ce n'était pas le moment d'y penser. Merci, se contenta-t-elle de dire. La semaine s'étira douloureusement. Clara vivait sur le qui-vive,
s'attendant chaque jour à de nouvelles attaques. Ingrid s'était faite discrète. Aucun appel, aucune menace. Mais ce silence était trompeur. Christian travaillait sans relâche. Il déposa une plainte en retour contre Ingrid pour diffamation et falsification de preuves. Il obtint la réouverture de l'enquête sur l'accident et recueillait des témoignages. Et le détective privé finit par trouver ce qu'il cherchait. Un lien direct entre Ingrid et Thomas le jour de l'accident. Ils se sont vus 1 heure avant que Thomas n'apparaisse sur le parking, rapporta le détective. Dans un café à la périphérie de Munich. Il y a des images de vidéosurveillance et le témoignage d'un serveur. Elle lui a remis une enveloppe contenant de l'argent. C'est déjà quelque chose, acquiesça Christian. Mais il nous faut plus. Un lien direct avec l'accident. Continuez. La percée se produisit de façon inattendue. Un matin, un numéro inconnu appela Clara. Une voix féminine, jeune, effrayée. Clara, vous ne me connaissez pas, mais j'ai besoin de vous parler. Cela concerne votre mari et Ingrid. Qui êtes-vous? Je m'appelle Anna. J'étais la secrétaire d'Ingrid. Elle m'a licenciée il y a 6 mois. Mais je sais quelque chose d'important. Quoi exactement? Pas au téléphone. Rencontrons-nous. Clara hésita. Cela pouvait être un piège. Mais quelque chose dans la voix de la jeune femme semblait sincère. D'accord. Où et quand? Demain à 15 heures, au parc près de la fontaine. Je porterai un manteau rouge. Je viendrai. Clara ne s'y rendit pas seule. Christian insista pour l'accompagner et le détective surveillait à distance. Anna se révéla être une jeune femme mince d'environ 25 ans, aux yeux effrayés et aux gestes nerveux. Elle était assise sur un banc, serrant son sac entre ses mains. « Merci d'être venue, » dit-elle, lorsque Clara s'assit à côté d'elle. « J'ai longtemps hésité, mais j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. »« Que vouliez-vous me dire ?» Anna regarda autour d'elle. « J'ai travaillé pour Ingrid pendant 2 ans. J'ai vu beaucoup de choses, mais 1 semaine avant mon licenciement, j'ai entendu par hasard une conversation téléphonique. » « Quelle conversation ?» Elle parlait avec Thomas, Enfin, vous savez. La jeune femme rougit. Ils parlèrent d'une voiture, des freins et d'argent, du montant que cela coûterait. Clara sentit son cœur s'arrêter. « Vous êtes sûr ?»« Absolument. J'ai même enregistré la conversation sur un dictaphone, juste au cas où. Je me disais que ça pourrait servir. »« L'enregistrement existe toujours ?»« Oui. Le voilà. » Anna sortit une clé USB de son sac. Tout est là. Clara prit la clé d'une main tremblante. « Pourquoi faites-vous ça? Vous prenez des risques. » « Parce qu'Ingrid est un monstre. Elle m'a licencié quand elle a compris que j'avais entendu quelque chose. Elle m'a menacé. Elle m'a dit que si je racontais quoi que ce soit à qui que ce soit... » Anna sanglota. « Mais je ne peux plus me taire. Votre mari ne méritait pas une telle mort. »« Merci, » dit Clara en serrant la main de la jeune femme. « Vous êtes très courageuse. » Le soir même, ils écoutaient l'enregistrement dans le bureau de Christian. La voix d'Ingrid, reconnaissable, froide, professionnelle. « Tout est prêt? »« Oui. Demain sur le parking. Il n'aura nulle part où aller. »« Combien? » 200. La moitié maintenant, l'autre après. »« D'accord, mais sans laisser de traces, que ça ressemble à un accident. » Ne me fais pas la leçon. Je sais ce que je fais. L'enregistrement s'interrompit. Christian s'adossa à son fauteuil. Voilà. Une preuve directe de meurtre commandité. Clara regardait dans le vide. Elle le savait, elle le soupçonnait, mais l'entendre de ses propres oreilles était tout autre chose. Ils l'ont tué. Ils ont tué mon mari. Pour de l'argent. Oui. Et maintenant, ils vont en répondre. Le lendemain matin, Christian déposa une plainte auprès du parquet, en joignant toutes les preuves recueillies, les documents sur les détournements, les témoignages, les images de vidéosurveillance et surtout l'enregistrement audio de la conversation entre Ingrid et Thomas. L'affaire prit une ampleur fulgurante. 2 jours plus tard, Ingrid fut arrêtée directement dans son bureau. Clara l'apprit par les informations.
Les caméras montraient Ingrid conduite menottée, le visage dissimulé derrière un dossier. Thomas fut arrêté le même jour à son domicile. Il tenta de fuir, sans succès. Gertrude, en apprenant ce qui s'était passé, fut victime d'une crise cardiaque. Elle fut hospitalisée en cardiologie. Les semaines suivantes furent remplies d'interrogatoires, d'audiences, de montagnes de documents. Clara trouvait à peine le temps de dormir. Christian était à ses côtés, la soutenait, l'aidait, la guidait. Il était devenu pour elle bien plus qu'un avocat. Un véritable ami, peut-être davantage, même si tous deux faisaient comme s'ils n'avaient rien remarqué de l'attirance qui les liait. Martha se remettait peu à peu. Elle continuait à demander où était son papa, et Clara lui expliquait comme elle le pouvait que papa était au ciel et qu'il les regardait de là-haut. La fillette hochait la tête avec sérieux et dessinait des images pour son papa, qu'elles envoyaient ensemble dans le ciel en les attachant à des ballons. Le procès d'Ingrid eut lieu 3 mois plus tard. Elle ne reconnut jamais sa culpabilité, affirmant être victime d'un complot et d'une falsification de preuves. Mais les éléments étaient irréfutables. Verdict: 15 ans de prison pour organisation de meurtre et détournement de fonds à grande échelle. Thomas écopa de 12 ans en tant qu'exécutant. Lorsque le juge prononça la sentence, Clara était assise dans la salle et pleurait. Pas de joie, mais de soulagement. La justice avait triomphé. Mathias pouvait reposer en paix. Gertrude supporta très difficilement l'arrestation de sa fille. 1 mois à l'hôpital, puis une longue rééducation. Clara ne lui rendit pas visite. Les blessures étaient encore trop vives. Mais un jour, sa belle-mère vint elle-même chez elle. Elle se tenait sur le seuil de l'appartement, vieillie, amaigrie, vêtue d'un simple manteau gris à la place de ses habituelles tenues coûteuses. « Puis-je entrer » Clara resta silencieuse, ne sachant que dire. « S'il te plaît, j'ai besoin de parler. » Clara s'écarta pour la laisser entrer. Elles s'assirent dans la cuisine, là où autrefois Mathias préparait son omelette du dimanche. Gertrude regardait par la fenêtre, cherchant ses mots. « Je suis venue te demander pardon, » dit-elle enfin. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je dois essayer. » « De quoi exactement demandez-vous pardon ? » ?»« De tout, de la façon dont je t'ai traité toutes ces années, des obsèques. D'avoir laissé faire Ingrid, de ne pas avoir vu ce qu'elle était devenue. » La belle-mère se mit à pleurer, silencieusement. Les larmes coulaient sur ses joues ridées. « Je savais pour l'argent. Pas pour le meurtre, je te le jure. Mais pour les détournements, oui. Je fermais les yeux, je me disais, c'est ma fille, mon sang. Comment pourrais-je la condamner ? » Elle leva vers Clara des yeux rougis. « Et maintenant je comprends. C'est précisément ce que j'aurais dû faire. L'arrêter. Il y a des années, quand il n'était pas encore trop tard. » Clara resta silencieuse. Mathias t'aimait. Il t'aimait vraiment. Et moi, j'étais une idiote aveugle. Je te jalousais. J'avais peur de perdre mon fils. Et au final, je l'ai perdu pour toujours. Gertrude baissa la tête. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches. Je suis vraiment désolé pour tout. Un long silence. Dehors, la neige tombait. La première de l'année. Blanche et pure. Voulez-vous du thé ? Demanda enfin Clara. La belle-mère leva sur elle un regard surpris. Oui, merci. Ce n'était pas encore le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. L'hiver fut particulièrement neigeux et froid cette année-là. Munich s'enveloppa d'un manteau blanc, et Clara avait l'impression qu'avec la neige venait une forme de purification. Le passé reculait peu à peu, laissant place au présent. Après cette conversation dans la cuisine, les relations avec sa belle-mère commencèrent à changer lentement, très lentement. Gertrude ne se présentait plus à l'improviste et ne faisait plus de scènes. Elle appelait 1 fois par semaine, brièvement, avec retenue, pour prendre des nouvelles de Martha. « Puis-je la voir » demanda-t-elle un jour, et il y avait dans sa voix une telle timide espérance que Clara ne put refuser. La première rencontre entre la grand-mère et la petite-fille après tous ces événements fut tendue. Martha regardait Gertrude avec méfiance.
L'enfant sentait que quelque chose n'allait pas entre les adultes. Puis la belle-mère sortit de son sac une poupée, belle, vêtue d'une robe de velours, et la tendit à la fillette. « C'est pour toi, Martha. Ton papa aimait offrir des cadeaux. Je veux faire pareil. » La fillette regarda sa mère, comme pour demander la permission. Clara hocha la tête. Et Martha prit la poupée, la serra contre elle. « Merci, mamie. » C'était la première fois qu'elle appelait Gertrude « mamie ». La remise sur pied de l'entreprise Kornefeld Construction prenait presque tout le temps de Clara. Après l'arrestation d'Ingrid et la découverte de l'ampleur des détournements, la situation se révéla catastrophique. Dettes, contrats non honorés, partenaires mécontents, tout s'abattit sur elle comme une avalanche. « Ce ne serait pas plus simple de vendre ?» demanda Sophie, lorsque Clara se plaignit une fois de plus de ses nuits blanches. « Te débarrasser de ce casse-tête ?»« Non, » répondit Clara fermement. « C'est l'œuvre de Mathias, de son père, leur héritage. Je ne peux pas simplement le céder à quelqu'un. »« Mais tu n'es pas une femme d'affaires, tu es comptable. »« Alors j'apprendrai. » Et elle apprit. Le jour, rendez-vous avec les créanciers, négociations avec les partenaires, étude des dossiers. Le soir, livres de management et de gestion, cours en ligne, consultations avec des experts. Christian aidait autant qu'il le pouvait. Il prit en charge toutes les questions juridiques liées à la restructuration de l'entreprise, trouvait des failles dans la loi permettant de différer les paiements, négociait avec les créanciers les plus agressifs. « Vous faites trop pour moi, » lui dit un jour Clara. « Je ne sais même pas comment vous remercier. »« Il n'y a pas besoin de remerciements. Je fais mon travail. »« Non, vous faites bien plus que votre travail. » Il la regarda longuement, attentivement, sans rien répondre. Mais dans ses yeux, elle vit ce qu'il n'osait pas dire à voix haute. Le printemps arriva tôt cette année-là. Dès la fin février, le soleil commença à réchauffer l'air, la neige fondit en ruisselets sonores sur les trottoirs. Clara se tenait à la fenêtre de son nouveau bureau, celui-là même où Mathias avait autrefois travaillé, et regardait la ville qui s'éveillait. Au cours de ces mois, elle avait changé. Elle était devenue plus dure, plus sûre d'elle. Elle avait appris à prendre des décisions et à en assumer les conséquences. L'entreprise sortait lentement mais sûrement de la crise. Elle avait réussi à s'entendre avec les principaux créanciers sur une restructuration de la dette. De nouveaux partenaires avaient été trouvés. Certains anciens employés, partis à l'époque d'Ingrid, étaient revenus. Ils croyaient en Clara comme ils avaient autrefois cru en Mathias. « Vous lui ressemblez beaucoup », lui dit un jour Franz, l'ingénieur en chef qui travaillait dans l'entreprise depuis 20 ans. Aussi obstiné, aussi honnête. Clara sourit. Merci. C'est le plus beau compliment que je pouvais recevoir. La relation avec Christian évoluait lentement, presque imperceptiblement. Ils se voyaient pour le travail, discutaient de documents, se rendaient ensemble à des négociations. Peu à peu, les rendez-vous professionnels se transformèrent en quelque chose de plus. D'abord des déjeuners après des réunions particulièrement difficiles, puis des dîners dans des restaurants calmes où ils parlaient non pas de travail, mais de la vie, des rêves, du passé et de l'avenir. Clara lui parlait de Mathias, sans douleur, presque sans larmes, de leur rencontre, de leur bonheur, de la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Tu l'aimais », constata un jour Christian. Ce n'était pas une question. « Oui, beaucoup. »« Et tu l'aimes encore ?» Clara réfléchit. « Je l'aimerai toujours. Il fait partie de ma vie, de moi. Il est le père de ma fille. Mais... » Elle chercha ses mots. « Mais il n'aurait pas voulu que je m'arrête, que je reste figée dans le passé. Il voulait que je sois heureuse. »« Et tu es heureuse ?» Elle regarda Christian, ses yeux gris sérieux, les rides au coin de ses lèvres, ses mains qu'il avait si souvent soutenues dans les moments difficiles. « J'apprends à être heureuse. De nouveau. » Il posa sa main sur la sienne. « Je peux t'aider. » Martha s'adaptait à sa manière à cette nouvelle vie. Elle pensait toujours à son papa, continuait à lui dessiner des images et à les envoyer dans le ciel. Mais peu à peu, de nouveaux personnages apparurent dans ses dessins. Maman souriante, mamie avec une poupée et un grand monsieur aux yeux gentils. « C'est qui ?»
demanda Clara en regardant un nouveau chef-d'œuvre. C'est l'oncle Christian. Il est gentil. Il te protège. Clara ne sut quoi répondre. Les enfants voient ce que les adultes essaient de cacher. Un soir, alors que Martha dormait déjà, Clara était assise dans la cuisine avec une tasse de thé. Dehors, la pluie tombait, la première pluie de printemps, chaude et douce. Elle pensait à l'année écoulée, à tout ce qui avait changé. 1 an plus tôt, elle n'était qu'une épouse, qu'une mère, vivant dans l'ombre de Mathias, sans prendre de décisions importantes, sans répondre de rien d'autre que du confort du foyer. Et désormais, directrice d'une entreprise qui revenait lentement à la vie. Veuve qui avait trouvé en elle la force de se battre pour la justice. Femme qui réapprenait à vivre et à aimer. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Sur le seuil se tenait Christian, trempé par la pluie, un bouquet de roses blanches à la main. « Bonjour, je peux entrer ?»« Bien sûr, il s'est passé quelque chose ?» Il entra en secouant les gouttes d'eau de ses cheveux. « Il ne s'est rien passé. Je voulais juste te voir. » Clara prit les fleurs et les mit dans un vase. Ses mains tremblaient légèrement. « Tu veux du thé ?» Clara. Elle se retourna. Il se tenait tout près, si près qu'elle sentait son eau de Cologne, voyait chaque trait de son visage. « Je dois te dire quelque chose, » dit Christian. « J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais je n'osais pas. »« Quoi ? » ?»« Je t'aime. » 3 mots, si simples et pourtant si complexes à la fois. Ils restèrent suspendus entre eux, changeant tout. Depuis le jour où tu es entré dans mon bureau, épuisé, effrayé, mais pas brisé, je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. Tu es la femme la plus forte et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Clara se tut. Quelque chose se serrait dans sa poitrine, douloureux et doux à la fois. Je comprends que ce soit encore récent, que tu ne sois peut-être pas prête, mais je ne pouvais plus me taire. Je veux être à tes côtés. Toujours, si tu me le permets. Elle leva la main et toucha sa joue, mouillée par la pluie, chaude. Christian. Ne dis rien, pas maintenant. Réfléchis simplement. Je n'ai pas besoin de réfléchir, dit-elle doucement. Je connais déjà la réponse. Et elle l'embrassa, tendrement, prudemment, comme si elle avait peur de faire fuir cet instant. Leur relation se développa sans précipitation. Clara ne voulait pas aller trop vite. Elle avait besoin de temps pour s'habituer à l'idée d'un nouvel amour, d'une nouvelle vie. Et Christian le comprenait. Il était patient, attentionné, prévenant. Martha l'accepta avec une facilité surprenante. Peut-être parce qu'elle voyait sa mère sourire à ses côtés. Peut-être parce que les enfants sentent la sincérité. « Tonton Christian, est-ce que tu seras mon papa ?» demanda-t-elle un jour, avec une franchise enfantine. Christian s'accroupit pour être à sa hauteur. « Ton papa sera toujours ton papa. Il est au ciel, et il te regarde de là-haut. Mais moi, je veux être près de toi et de ta maman, prendre soin de vous, vous protéger, si tu es d'accord. » Martha le regarda sérieusement de ses grands yeux bruns, les yeux de Mathias. « D'accord. Mais ne fais pas de peine à maman, sinon je me fâcherai. » Promis. Ils scellèrent l'accord par une poignée de main solennelle. L'été apporta de nouveaux défis. L'entreprise sortit enfin de la crise. Non seulement elle survécut, mais elle se mit à se développer. Clara conclut plusieurs contrats importants, embaucha de nouveaux spécialistes et ouvrit une filiale à Augsbourg. « Tu es une vraie femme d'affaires », riait Sophie. Qui l'aurait cru? Moi-même, je n'y croyais pas. La vie m'y a obligé. La vie est le meilleur professeur. Gertrude changeait elle aussi. Elle vendit son immense manoir et emménagea dans un petit appartement. Elle donna une partie de son argent à des œuvres caritatives, comme pour expier les fautes de sa fille. Elle se mit à rendre visite régulièrement à Martha, lui lisait des contes, l'emmenait se promener au parc. « Tu sais, » dit-elle un jour à Clara, « j'ai passé ma vie à croire que je savais à quoi devait ressembler le succès, le bonheur, la famille idéale. Il s'avère que je ne comprenais rien. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. J'espère. Vraiment. » Elles étaient assises sur un banc dans le parc,
regardant Martha nourrir les canards. « Clara, j'aimerais te demander quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Pardonne-moi. Vraiment pardonne-moi. Pas pour moi, pour toi. Pour que tu puisses laisser le passé derrière toi et avancer. » Clara resta silencieuse un long moment. Puis elle dit « Je t'ai déjà pardonné. Depuis longtemps. Je ne savais simplement pas comment te le dire. » Gertrude se mit à pleurer, doucement, sans bruit, et Clara, à sa propre surprise, l'enlaça, simplement, sans mots, sans explication. Elles restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que Martha accourt en criant « Maman, mamie, regardez le gros canard que j'ai trouvé !» À l'automne, Christian la demanda en mariage. Cela se passa à la maison de campagne, celle-là même que Clara avait héritée par le testament de Mathias. Ils y passèrent le week-end. Clara, Christian et Martha. Ils cueillirent des pommes dans le jardin, firent des grillades, se promenèrent dans la forêt. Le soir, quand Martha dormait déjà, ils étaient assis sur la véranda, enveloppés dans des couvertures. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient, tels des diamants sur un velours noir. « Clara !» Christian lui prit la main. « Je veux te demander quelque chose. »« Demande. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. L'ouvrit. À l'intérieur scintillait une bague ornée d'un petit diamant. Parfait. « Veux-tu m'épouser ?» Clara regardait la bague, son visage si proche, si cher, et sentait son cœur se remplir de bonheur. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, oui, oui. » Il glissa la bague à son doigt, elle lui allait parfaitement, et l'embrassa. Au loin, une chouette ulula. Le vent faisait bruisser les cimes des arbres, et à cet instant, Clara eut l'impression que Mathias les regardait d'en haut et leur souriait. Le mariage fut fixé au printemps, exactement 2 ans après la mort de Mathias. Clara ne voulait pas de cérémonie fastueuse, seulement les proches. Sophie fut témoin, Martha, demoiselle d'honneur. Gertrude, à la surprise générale, se chargea de l'organisation du banquet. « Laisse-moi faire, » demanda-t-elle. « Je veux au moins aider en quelque chose, faire partie de votre bonheur. » Clara accepta. Le jour du mariage fut ensoleillé et doux. Tout se déroula comme dans un conte. Une belle robe, des fleurs fraîches, des vœux émouvants. Lorsque Christian passa l'alliance au doigt de Clara, elle pleura. De bonheur, de soulagement, de gratitude envers le destin. Au banquet, Gertrude porta un toast. « Je voudrais dire quelques mots, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Il y a 2 ans, j'ai perdu mon fils. Je croyais avoir tout perdu. Mais je me trompais, car il me restait Clara, et Martha, et maintenant Christian. » Elle leva son verre. « À l'amour, parce qu'il est plus fort que la douleur, plus fort que les pertes, plus fort que tout au monde. À vous, mes enfants. » Les invités applaudirent. Clara se leva, s'approcha de sa belle-mère et l'embrassa longuement. « Merci. Merci pour tout. » Ils passèrent leur lune de miel en Italie, le pays dont Clara avait toujours rêvé. Venise, Florence, Rome. Des villes pleines d'histoire et de beauté. Ils se promenaient dans les ruelles étroites, mangeaient des glaces sur les places, faisaient des balades en gondole. « Tu es heureuse ?» demandait Christian chaque jour. Et chaque jour, Clara répondait « Oui, incroyablement heureuse. » C'était la vérité. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à sa place, aux côtés d'un homme qui l'aimait, non pas pour quelque chose, mais simplement pour ce qu'elle était, à qui elle pouvait faire confiance pleinement et sans réserve. De retour chez eux, ils commencèrent à construire une vie commune. Christian emménagea chez Clara, dans l'appartement qu'elle avait autrefois choisi avec Mathias. Il y eut des doutes. Était-ce juste? Ne serait-il pas mal à l'aise de vivre là où un autre homme avait vécu? Mais Christian dissipa toutes les hésitations. C'est ta maison, la maison de Martha. Vos souvenirs, votre vie sont ici. Je veux en faire partie, pas remplacer qui que ce soit. Et il en fit partie. Peu à peu, discrètement, ses affaires apparurent dans les placards, ses livres sur les étagères, sa voix dans les conversations du matin à la cuisine.
Martha était ravie. Elle avait désormais un papa, pas le premier, mais un vrai, aimant. Christian passait des heures avec elle, lui lisait des histoires, lui apprenait à faire du vélo, construisait des châteaux en briques. « Tu feras un très bon père », lui dit un jour Clara. « J'essaie, c'est une enfant merveilleuse. Tu l'as bien élevée. » « Nous l'avons élevée, Mathias et toi. »« Oui, Mathias et moi. » L'entreprise Kornefeld Construction prospérait. En 3 ans après la crise, elle ne s'était pas seulement relevée, elle avait doublé de taille. Clara se révéla être une dirigeante talentueuse, ferme quand il le fallait, mais juste. Les employés la respectaient, les partenaires lui faisaient confiance. « Mathias serait fier », dit un jour Franz. « Il croyait en toi. Maintenant, je comprends pourquoi. » Clara sourit. « J'espère qu'il voit tout cela de là-haut. » « J'en suis sûr. » Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble, Martha demanda soudain : « Maman, est-ce que j'aurai un petit frère ou une petite sœur ?» Clara et Christian échangèrent un regard. « Pourquoi cette question, ma chérie ? » « Parce qu'Anna à la maternelle a un petit frère, et Peter aussi, et moi je n'ai personne. C'est ennuyeux. » Christian prit la main de Clara sous la table. « On va y réfléchir, d'accord ? » « D'accord, » accepta Martha. « Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. J'ai envie de jouer avec quelqu'un. » Le soir même, quand leur fille dormit, ils reparlèrent de cette conversation. « Tu aimerais avoir d'autres enfants ? » demanda Christian. « Oui, j'aimerais. » « Alors essayons. » Clara rit. « Essayons. » Quelques mois plus tard, il s'avéra que l'essai avait réussi. Clara était enceinte. La nouvelle fut accueillie avec enthousiasme par tous. Martha, qui allait enfin avoir un frère ou une sœur, Sophie, qui proposa aussitôt ses services de baby-sitter, et Gertrude, qui pleura de bonheur. « Encore un petit enfant », sanglotait-elle. « Quelle bénédiction !» La grossesse se déroula sans difficulté. Clara continua à travailler presque jusqu'à l'accouchement, incapable de rester inactive. Mais Christian veillait à ce qu'elle ne se fatigue pas trop, l'accompagnait à tous les examens, exauçait le moindre de ses caprices. « Tu me gâtes, » riait-elle. « Tu le mérites. » Le fils naquit en juillet. Un garçon robuste et en bonne santé, avec les yeux gris de son père et les cheveux foncés de sa mère. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Christian en tenant le bébé dans ses bras. Clara réfléchit longtemps. « Mathias, » dit-elle enfin. En l'honneur du premier papa de Martha. Christian la regarda avec amour et compréhension. Mathias, un très beau prénom. Le petit Mathias devint le centre de la famille. Martha adorait son petit frère, ne quittait pas son berceau, aidait sa mère à changer les couches et à le nourrir. Gertrude venait chaque semaine, apportait des jouets et des vêtements. Il ressemble à son oncle, disait-elle en regardant son petit-fils. À mon Mathias, le même regard sérieux. Clara souriait simplement. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence, ou peut-être un signe que tout se déroulait comme il le fallait. Ingrid purgeait sa peine dans une prison de haute sécurité. Clara n'allait pas la voir, ne lui écrivait pas. Les blessures étaient trop profondes. Mais parfois, elle pensait à elle, avec amertume, sans comprendre comment on pouvait tuer son propre frère pour de l'argent, comment on pouvait tomber si bas. Il n'y avait pas de réponse. Et en avait-elle vraiment besoin ? Gertrude rendait visite à sa fille 1 fois par an. Elle revenait toujours abattue, silencieuse, sans jamais raconter les détails, et Clara ne posait pas de questions. « C'est ma fille », dit un jour la belle-mère. « Je ne peux pas l'abandonner, même après tout ce qu'elle a fait. »« Je comprends. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. Tu es une mère, et l'amour maternel n'a pas de condition. » Les années passèrent. Martha entra à l'école, intelligente, joyeuse, populaire parmi ses camarades. Mathias grandissait, faisait ses premiers pas, prononçait ses premiers mots. L'entreprise Kornefeld Construction devint l'une des plus importantes de la région. Clara regardait sa vie et n'en revenait pas de tout ce qui avait changé. Autrefois, elle n'était qu'une épouse, qu'une mère, discrète, effacée,
vivant dans l'ombre de son mari. Et maintenant, une femme d'affaires accomplie, une épouse heureuse, mère de 2 enfants. « Tu es satisfaite ?» lui demanda un soir Christian, alors qu'ils étaient assis sur la même véranda où il l'avait demandé en mariage. « Plus que satisfaite. Je suis heureuse. »« Moi aussi. » Il l'enlaça, et ils restèrent longtemps ainsi, en silence, écoutant le chant des cigales et le bruissement des feuilles. « Tu sais, » dit Clara, « parfois je me dis que tout cela ressemble à un rêve, que je vais me réveiller et que tout aura disparu. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité, notre réalité. »« La nôtre, » répéta-t-elle. Quel beau mot. Un jour, en rangeant de vieilles affaires dans le grenier de la maison de campagne, Clara trouva une boîte remplie de photographies. Mathias, jeune, souriant, plein d'espoir. Leur mariage. Le premier anniversaire de Martha. Elle s'assit par terre, feuilletant les photos, les larmes coulant sur ses joues. Non pas de chagrin, mais de gratitude, pour le fait qu'il avait fait partie de sa vie, pour l'amour qu'il lui avait donné, pour la fille qu'ils avaient élevée ensemble. « Merci », murmura-t-elle en regardant sa photo. « Merci pour tout. » Et il lui sembla qu'il lui souriait en retour, de l'endroit où il se trouvait désormais. Christian la trouva dans le grenier 1 heure plus tard. « Te voilà. Je te cherchais. » Il s'assit près d'elle, passa un bras autour de ses épaules. « De vieilles photos ? » ?»« Oui. » Mathias. Christian prit l'une des photos, celle du mariage. Clara, jeune et heureuse, en robe blanche. Mathias à ses côtés, grand, beau, amoureux. « Vous formez un beau couple. Nous étions heureux. Je le sais. » Il l'embrassa sur la tempe. « Je ne suis pas jaloux, si c'est ce que tu penses. Il faisait partie de ta vie, une partie importante, et je lui suis reconnaissant. Pourquoi ? Pour avoir fait de toi la femme que tu es, pour Martha, pour m'avoir confié votre famille, même si ce n'était pas directement. » Clara se tourna vers lui et l'enlaça fortement. « Je t'aime. Et moi aussi. Pour toujours. » Ce soir-là, ils dînèrent tous ensemble. Martha racontait le spectacle scolaire dans lequel elle tenait le rôle principal. Mathias barbouillait son visage de purée en riant. Gertrude, qui restait désormais souvent chez eux, resservait ses petits-enfants. Clara regardait cette scène et sentait son cœur déborder d'amour. « À quoi trinquons-nous » demanda Christian en levant son verre de jus. Clara ne buvait plus de vin depuis qu'elle était tombée enceinte de Mathias. « À la famille, » répondit-elle. « À notre famille, telle qu'elle est. »« À la famille, » répétèrent les autres en chœur. Et à cet instant, entre les rires d'enfants, le tintement des verres et le parfum du dîner fait maison, Clara comprit qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Un foyer, l'amour, le bonheur. Quelques années passèrent encore. Martha devint une belle jeune femme, entra à l'université en économie et voulait suivre les traces de sa mère. Mathias entra à l'école, garçon sérieux et réfléchi, avec de véritables qualités de leader. Gertrude, qui avait déjà 75 ans, restait étonnamment vive et active. Elle emménagea dans une petite maison près de la résidence de campagne de Clara, voulant être plus proche de ses petits-enfants. Et même si la santé lui faisait parfois défaut, son esprit demeurait fort. « J'ai vécu longtemps, » disait-elle. « J'ai commis beaucoup d'erreurs, mais l'essentiel, c'est que j'ai eu le temps de les réparer. » Ingrid sortit de prison après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Elle ne reparut pas dans la vie de la famille, n'appela pas, n'écrivit pas. On disait qu'elle était partie quelque part dans le sud, qu'elle avait commencé une nouvelle vie. Clara ne lui en voulait pas, elle l'avait simplement oublié. Comme on oublie un cauchemar qui avait autrefois semblé réel. Kornefeld Construction devint un holding regroupant plusieurs entreprises. Clara se retira de la gestion opérationnelle, confiant les affaires à des managers professionnels, mais resta présidente du conseil d'administration. Elle supervisait, orientait, décidait des questions stratégiques. « Tu as créé un empire, » disait Christian. « Nous l'avons créé ensemble. » Le jour de leur 20e anniversaire de mariage, ils célébraient précisément la date du premier mariage,
la considérant comme le début de leur vie de famille, Clara et Christian organisèrent une grande fête à la maison de campagne. Tout le monde était là. Sophie avec son mari, elle avait enfin épousé un ingénieur discret qui l'adorait. Franz avec sa femme, des collègues, des amis. Martha arriva avec un jeune homme, grand, aux yeux bienveillants, qu'elle présenta comme un très bon ami. Mathias courait dans le jardin avec ses camarades. Gertrude était assise dans un fauteuil sous le pommier, entourée de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. L'un des neveux de Christian venait d'avoir un enfant. Elle souriait d'un sourire paisible et serein, celui d'une personne qui a trouvé sa place dans le monde. Le soir, lorsque les invités furent partis et que les enfants dormaient, Clara sortit dans le jardin. La lune baignait les arbres d'une lumière argentée, l'air sentait la pomme et l'herbe fraîchement coupée. Christian la rejoignit près du vieux banc, celui-là même où Mathias lui avait autrefois fait sa demande. « Ça va ?»« Oui, je me souvenais simplement. » Il s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « De quoi ?»« De tout. De la façon dont tout a commencé. De moi, debout aux obsèques, humilié, brisé. De ce moment où je pensais que la vie était finie. Et maintenant ? Et maintenant, je comprends qu'elle ne faisait que commencer. La vraie vie. » Elle posa la tête sur son épaule. « Merci d'être là. Merci de m'avoir laissé entrer dans ta vie. » Ils restèrent ainsi longtemps, dans le silence, la paix et l'amour, tandis que les étoiles brillaient au-dessus d'eux plus fort que jamais. La vie, on le sait, n'est jamais totalement paisible. Et même lorsqu'on croit que toutes les tempêtes sont derrière soi, le destin peut encore réserver une surprise inattendue. Quelques mois après la mort de Gertrude, Clara s'habituait peu à peu à l'idée que sa belle-mère n'était plus là. Une sensation étrange. Elles avaient été ennemies pendant tant d'années, puis presque amies durant les dernières. Et désormais, elle lui manquait. Kornefeld Construction continuait de se développer. Clara travaillait moins qu'avant, mais gardait le contrôle des axes principaux. Elle avait appris à déléguer, à faire confiance aux professionnels qu'elle avait elle-même formés. « Tu as créé toute une école de dirigeants, » disait Christian. « Ceux qui sont passés par toi dirigent aujourd'hui les plus grandes entreprises de la région. » Je faisais simplement mon travail. Tu faisais bien plus. Tu montrais l'exemple. Sophie était toujours là. L'amie fidèle qui avait traversé avec elle toutes les épreuves. Elle se retrouvait chaque semaine, comme autrefois, dans le même café, à la même table. « Tu te souviens de nous ici, il y a tant d'années ?» demanda Sophie un jour. « Quand tu venais d'apprendre l'existence du testament. » « Je m'en souviens. J'étais terrifié. Je ne savais pas quoi faire. Et regarde-toi aujourd'hui, reine. Quelle reine? Juste une femme qui a appris à ne pas abandonner. C'est exactement ça, une reine. » Elles éclatèrent de rire, comme elles l'avaient toujours fait, simplement et sincèrement. Cela arriva à l'automne, lorsque Martha eut 22 ans. Elle terminait ses études, travaillait dans l'entreprise de sa mère pour acquérir de l'expérience, comme le disait Clara. Et elle fréquentait ce même jeune homme qu'elle avait autrefois présenté comme un très bon ami. Il s'appelait Maximilien. Grand, brun, avec un sourire ouvert et des yeux doux. Il travaillait comme architecte dans l'une des sociétés du holding et traitait Martha avec une telle délicatesse que Clara n'avait aucun doute. C'était sérieux. « Maman, il faut qu'on parle », dit Martha un soir. Clara posa ses documents. À la voix de sa fille, elle comprit que la conversation serait importante. « Je t'écoute. » Maximilien m'a demandé en mariage. Le cœur de Clara se serra, entre joie et une légère mélancolie. Sa petite fille avait grandi. « Et qu'as-tu répondu ?»« J'ai dit que je réfléchirais. Je voulais d'abord te parler. »« Pourquoi moi ? C'est ta vie, ta décision. » Martha resta silencieuse, puis leva vers sa mère ses mêmes yeux bruns, les yeux de Mathias, qui ramenaient si souvent Clara vers le passé. « Parce que tu es ma maman. Et parce que je veux savoir comment reconnaître la bonne personne, la vraie. » Clara sourit. « Tu te souviens de ton papa ? De ton premier papa ? » Un peu. Je me souviens de lui lisant des histoires, me portant sur ses épaules, de son rire. C'était un homme merveilleux.
et il m'aimait d'une façon qui ne laissait place à aucun doute. Puis Christian est arrivé. Il m'a aimé autrement, mais tout aussi profondément. Comment sentir la différence? Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une chose. Tu te sens en sécurité, heureuse. Tu peux être toi-même, sans masque, sans faux semblant. Martha réfléchit. Oui, avec Maximilien, j'ai l'impression d'être chez moi, où que nous soyons. Alors tu connais la réponse. Le mariage fut fixé au printemps. Martha voulait une cérémonie simple, mais Clara insista pour une grande fête. C'est ton jour, un jour unique dans une vie. Il doit être spécial. Les préparatifs durèrent plusieurs mois. Clara et sa fille parcoururent des dizaines de boutiques à la recherche de la robe parfaite. Elles examinèrent des centaines d'options de décoration, de menus, de musique. « Maman, tu es sûre que ce n'est pas trop ?» demandait Martha devant un nouveau catalogue de fleurs. « Rien n'est trop. Tu es ma seule fille. Je veux que ce jour reste gravé dans ta mémoire pour toujours. » Christian observait leur agitation avec le sourire. Il prit en charge toute l'organisation, négociation avec les prestataires, contrôle du budget, résolution des innombrables problèmes qui surgissaient à chaque étape. « Comment faisais-tu sans moi lors de ton premier mariage ?» demanda-t-il un jour. Mathias avait tout organisé. Il voulait me faire une surprise. « Et ça a marché ?» « Oui, c'était le plus beau mariage que j'ai jamais vu, jusqu'à aujourd'hui. »« Et le nôtre ?» Clara sourit. Le nôtre était le plus heureux. Le jour fut exceptionnel. Un ancien domaine à la campagne, décoré de fleurs blanches, des centaines d'invités, amis, proches, collègues, musique live, mets raffinés, danse jusqu'à l'aube. Martha, en robe blanche, ressemblait à une princesse de conte de fées. Maximilien la regardait avec une telle adoration que les yeux de Clara piquaient. « Elle est heureuse », murmura Christian en serrant sa femme dans ses bras. « Oui, comme je l'étais autrefois, comme je le suis aujourd'hui. » Au cours de la fête, Gertrude s'approcha de Clara. « Merci, dit-elle. »« De quoi ?»« De ne pas m'avoir privé de cela, de la possibilité de voir ma petite fille se marier, d'être partie prenante de son bonheur. » Clara lui prit la main. « Vous faites partie de notre famille. Vous l'avez toujours été, même quand nous ne le comprenions pas encore. » La vieille femme pleura, doucement, de bonheur. « J'ai été aveugle si longtemps. J'ai perdu tant d'années. Et maintenant ? Maintenant, je sais ce qu'est une vraie famille. » Après le mariage, la vie reprit son cours. Martha et Maximilien s'installèrent dans leur propre appartement, mais venaient chaque week-end. Mathias préparait ses examens de fin d'études. Il voulait entrer en faculté de médecine, rêvait de devenir chirurgien. Choix étrange pour le fils d'une femme d'affaires, plaisantait Christian. Il veut aider les gens. Qu'y a-t-il d'étrange ? Répondait Clara. Rien. Je pensais simplement qu'il irait dans les affaires. Il a son propre chemin, comme chacun de nous. Un matin, alors que Clara se préparait pour le travail, Martha l'appela. « Maman, j'ai une nouvelle. » La voix de sa fille vibrait d'émotion. « Laquelle ? » « Je suis enceinte. » Clara s'assit. Des petits-enfants. Elle allait être grand-mère. « Martha, c'est merveilleux. J'avais si peur de te le dire. Je ne sais pas pourquoi. Petite sotte, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis longtemps. » La grossesse de Martha fut difficile. Les médecins parlèrent de complications possibles et recommandaient le repos strict. Clara allait et venait entre son travail et l'appartement de sa fille, essayant d'être présente sans envahir. « Maman, tu t'inquiètes trop, » la rassurait Martha. « Tout ira bien. Je le sais, tu es ma fille, tu le seras toujours. Et je serai toujours ta fille et ta petite-fille aussi. » Elles rirent toutes les deux à travers les larmes et l'inquiétude. Maximilien se révéla être un mari formidable. Il entourait Martha d'une telle attention que Clara se surprenait à repenser à Mathias. Lui aussi avait été ainsi lorsqu'elle attendait leur fille, patient, attentif, prêt à tout pour sa famille. « Tu as fait le bon choix, » dit-elle un jour à sa fille. « Je le sais, maman. J'ai appris auprès de la meilleure. » Christian s'inquiétait lui aussi.
Il appelait plusieurs fois par jour, demandait des nouvelles, proposait son aide. Mathias, déjà étudiant en médecine, consultait ses professeurs pour le moindre détail. Nous aurons le bébé le plus instruit de l'histoire, plaisantait Martha. Il est déjà plus examiné qu'un astronaute. L'accouchement commença 1 mois avant terme. Clara accourut à l'hôpital, laissant tout derrière elle. Christian arriva juste après, puis Gertrude, puis Mathias. Ils attendaient dans le couloir. Les heures s'étiraient douloureusement. Maximilien était en salle d'accouchement. Martha avait voulu qu'il soit là. Enfin, la porte s'ouvrit. Le médecin sortit, fatigué mais souriant. Félicitations. Une petite fille. Petite, mais solide. La maman va bien aussi. Clara éclata en sanglots. De soulagement, de bonheur, d'émotions débordantes. Puis-je les voir? Dans une demi-heure. Elle se repose. Quand elle entra enfin dans la chambre, Martha était allongée sur le lit, pâle, épuisée, mais rayonnante. Dans ses bras, un minuscule paquet. « Maman, je te présente Hoffnung. »« Hoffnung » Clara prit sa petite fille dans ses bras. Un minuscule visage, des yeux fermés, de tout petits doigts. « Hoffnung » murmura-t-elle. « Quel beau prénom. Maximilien et moi avons choisi ce nom parce que tu es notre espoir. Tu l'as toujours été. » La petite Hoffnung devint le nouveau centre de gravité de la famille. Gertrude, qui avait déjà 78 ans, retrouva une énergie incroyable, comme si 20 ans s'étaient envolés. « Mon arrière-petite-fille », répétait-elle en berçant le bébé. « J'ai vécu assez longtemps pour connaître une arrière-petite-fille. »« Vous vivrez encore pour voir les arrière-arrière-petits-enfants, » souriait Clara. « Ne présumons de rien. J'aimerais simplement la voir grandir. » Gertrude passait beaucoup de temps avec Hoffnung. Elle lui chantait des berceuses, racontait des histoires, montrait de vieilles photos. « Voici ton arrière-grand-père Mathias, » disait-elle au bébé qui ne comprenait encore rien. C'était un homme très bon, et il aimait énormément ta maman. Clara écoutait et ressentait une étrange chaleur. Le passé se réconciliait avec le présent. Les vieilles blessures cicatrisaient. « Merci de me laisser être près de vous, » dit un jour sa belle-mère. « C'est votre arrière-petite-fille. Vous en avez le droit. » « Un droit ? Je pensais avoir perdu tous mes droits après ce qu'a fait Ingrid, après la façon dont je me suis comporté pendant tant d'années. Les gens changent. Vous avez changé. Grâce à toi. Non, grâce à vous-même. Je vous ai seulement donné une chance. » Gertrude lui prit la main. « Clara, tu es la meilleure chose qui soit arrivée à mon fils, et finalement, la meilleure chose qui me soit arrivée à moi aussi. » Mais le destin en décida autrement. 6 mois après la naissance d'Hoffnung, Gertrude tomba gravement malade. Les médecins parlèrent de l'âge, d'un cœur épuisé. On ne pouvait rien faire, seulement attendre. Clara lui rendait visite chaque jour. Elle parlait du passé, du présent, de l'avenir, des erreurs commises et de l'importance de les corriger tant qu'il est encore temps. « J'ai été une mauvaise belle-mère, » disait Gertrude. « Une mauvaise mère. Une mauvaise personne. Vous avez changé. C'est l'essentiel. Trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous nous avez offert de vraies dernières années, sincères. Cela n'a pas de prix. » La vieille femme serra sa main. « Clara, promets-moi quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Quand je ne serai plus là, ne garde aucune rancœur, ni contre moi, ni contre Ingrid. Laisse tout cela derrière toi. Vis heureuse. J'ai lâché prise depuis longtemps. Je le sais, mais je voulais l'entendre. » Gertrude mourut paisiblement, dans son sommeil, tenant la photo de son fils dans ses mains. Clara était à ses côtés lorsque son souffle s'éteignit. Les funérailles furent simples, réservées aux proches. Martha pleurait, serrant Hoffnung contre elle. Mathias se tenait silencieux, les lèvres crispées. Christian tenait la main de Clara. Au cimetière, devant la tombe fraîche, Clara déposa des roses blanches. « Adieu, Gertrude, et merci pour tout. » Elle resta longtemps là, se souvenant de tout ce qui les avait liés, des années d'hostilité et des mois d'amitié, des rancœurs et du pardon, des larmes et des sourires. Christian s'approcha et passa un bras autour de ses épaules.
Viens, il fait froid. Attends encore une minute. Elle ferma les yeux et dit adieu en silence, non seulement à Gertrude, mais aussi au passé, à cette douleur qui avait autrefois semblé insupportable, aux blessures qui avaient empoisonné sa vie. Maintenant, allons-y, dit-elle en ouvrant les yeux. Et ils partirent ensemble, comme ils l'avaient toujours fait. Après les funérailles, la vie continua. Comme toujours, comme elle le devait. Mais quelque chose avait changé. Clara se mit à réfléchir au temps, à la vitesse à laquelle il passe, à ce qui est vraiment important. Elle commença à écrire des mémoires. Pas pour les publier, simplement pour elle. Elle consignait des souvenirs, des histoires, des pensées. Elle voulait laisser quelque chose à ses enfants et à ses petits-enfants. Pas de l'argent, pas des biens, mais une part d'elle-même. « Tu écris un livre » s'étonna Christian, en la voyant tard dans la nuit devant son ordinateur. « Plutôt un journal, l'histoire de notre famille. Je pourrais le lire ? Quand j'aurai terminé. » Le travail sur ses mémoires prit plus d'1 an. Clara relisait de vieilles lettres, triait des photos, se souvenait de détails oubliés depuis longtemps. Et à chaque page, elle comprenait combien elle avait traversé d'épreuves et combien elle avait reçu en retour. « Je veux passer plus de temps avec la famille, » dit-elle un soir à Christian. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Le travail prend trop de place, et la vie passe. Je ne veux rien manquer d'important. » Christian la serra dans ses bras. « Tu penses à la retraite ? » Pas vraiment, mais à déléguer davantage, à confier plus de choses aux autres, à libérer du temps pour ce qui compte vraiment. C'est ainsi que cela se fit. Clara se retira peu à peu de la gestion quotidienne, confiant les responsabilités à des dirigeants professionnels. Elle resta présidente du conseil d'administration, mais ne passait plus 12 heures par jour au travail. Le temps libéré, elle le consacra à sa famille. Elle s'occupait de Hoffnung, aidait Martha, assistait à tous les événements importants de Mathias. Il étudiait déjà la médecine et montrait de grandes promesses. Elle voyageait avec Christian. Ensemble, ils parcoururent enfin toute l'Europe dont ils avaient rêvé. « Tu es heureuse » lui demandait son mari, et à chaque fois, elle répondait « infiniment heureuse ». Un jour, en rangeant de vieux documents dans son bureau, Clara trouva une lettre. La même. La dernière lettre de Mathias, celle qu'il lui avait laissée avec le testament. Elle la relut une fois de plus, après toutes ces années. Et pour la première fois, elle ne pleura pas. Elle sourit simplement. « Tu voulais que je sois heureuse » murmura-t-elle. « Je le suis. Merci. » Elle replia soigneusement la lettre et la rangea à sa place, dans le même dossier où se trouvaient tous les documents importants. Un souvenir du passé qui ne faisait plus mal. Mathias termina ses études de médecine avec mention. Il fut admis en internat dans la meilleure clinique de Munich. Il se spécialisa en chirurgie cardiaque. Clara était immensément fière de lui. « Mon fils, médecin !» disait-elle à tout le monde. « Il sauve des vies. »« Maman, je ne suis encore qu'interne, » répondait Mathias, gêné. « Peu importe. Tu sauves déjà. Je t'ai vu aider ce patient pendant ton stage. Tu me surveilles ? Bien sûr. Je suis ta mère. » Quelques années passèrent encore. Hoffnung devint une adorable petite fille aux cheveux bouclés et au rire contagieux. Martha donna naissance à un second enfant, un garçon qu'ils appelèrent Victor, en hommage au grand-père de Maximilien. Mathias soutint sa thèse et devint l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques de la région. Clara et Christian célébrèrent leurs noces d'argent, 25 ans ensemble. Il semblait que c'était hier seulement qu'ils se tenaient sur le seuil, trempés par la pluie, un bouquet de roses blanches à la main. Et pourtant, toute une vie avait passé. La fête eut lieu à la maison de campagne, la même où il lui avait fait sa demande. Tous étaient au présent. Martha avec sa famille, Mathias avec Katharina, Sophie avec son mari, de vieux amis et collègues. « 25 ans !» déclara Christian en levant son verre. « Un quart de siècle. Et chacun de ces 9000 jours, j'ai remercié le destin de m'avoir fait rencontrer cette femme. » Les invités applaudirent. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas faire de beaux discours, » dit-elle lorsque le silence revint. « Mais je veux dire une chose. Christian,
Tu es mon ancre, mon soutien, mon foyer. Et je t'aime autant qu'il y a 25 ans. Non, plus encore. Ils s'embrassèrent sous les sifflets joyeux et les acclamations. Puis vinrent les danses, les chansons, les souvenirs. Les anciens amis racontaient des anecdotes amusantes. Les enfants présentaient de petits numéros préparés. Hoffnung récita un poème qu'elle avait écrit elle-même sur une grand-mère et un grand-père qui s'aiment. « Tu es heureuse » demanda Christian tard dans la nuit, lorsque les invités furent partis. « Infiniment heureuse. »« Tu ne regrettes rien » lui demanda-t-elle cette nuit-là. « Quoi donc ?»« Moi, nous, le fait d'avoir lié ta vie à une veuve avec tant de problèmes. » Christian éclata de rire. « Je regrette. Ce furent les 25 meilleures années de ma vie, et je suis prêt à en vivre encore autant, et encore, et encore. Tu promets ? Je promets. » Un soir d'été, toute la famille se réunit à la maison de campagne. C'était devenu une tradition. Chaque été, à la fin août, tout le monde s'y retrouvait pour quelques jours. Martha avec Maximilien et les enfants, Mathias avec sa compagne, une gentille infirmière nommée Katharina, qui le regardait avec des yeux amoureux, Sophie avec son mari, des amis devenus presque de la famille. Clara se tenait sur la véranda, observant la joyeuse agitation dans la cour. Les enfants couraient sur l'herbe, les adultes riaient, une odeur de grillade venait de la cuisine. Christian s'approcha et l'enlaça par derrière. « À quoi penses-tu ? » ?»« À tout ce qui s'est passé, et à la façon dont tout s'est bien terminé. » »« Terminé ? À mon avis, tout ne fait que commencer. » Elle sourit. « Tu as raison. Chaque jour est un nouveau départ. » Hoffnung, déjà âgée de 8 ans, toujours aussi vive, accourut vers eux. « Mamie, papy, venez jouer, on fait une partie de cache-cache. » Clara et Christian échangèrent un regard. « Allons-y, » dit-il. « On nous appelle. » Et ils y allèrent, main dans la main, comme ils l'avaient fait toutes ces années, vers les rires d'enfants, vers le soleil, vers la vie. Le soir, lorsque les enfants furent couchés et que les adultes étaient assis près du feu, Martha dit soudain : « Maman, raconte-nous une histoire. Comment toi et papa vous êtes rencontrés ? » Le premier papa. Clara leva les sourcils, surprise. « Tu connais pourtant cette histoire. » »« Je la connais, mais je veux l'entendre encore. Et les enfants doivent la connaître. Hoffnung, Victor, ils doivent savoir d'où ils viennent. » Clara regarda Christian. Il acquiesça. « Vas-y, raconte. » Et elle raconta. Tout. Depuis le début. Sa rencontre avec Mathias lors d'une soirée d'entreprise, l'amour, le bonheur, la naissance de Martha. Puis la tragédie. Les funérailles et l'humiliation, le testament et la lutte pour la justice, la force trouvée pour ne pas sombrer. Et Christian, son apparition dans sa vie, son soutien, son amour. « Et après » demanda Hoffnung, qui n'était pas encore endormi et écoutait en cachette derrière la porte. « Et après, nous sommes devenus une famille. » « Une vraie, grande et heureuse famille, » sourit Clara. « Et nous vivons encore ainsi. » Quelques années passèrent encore. Clara fêta ses 60 ans en famille, sans grande cérémonie. Elle restait active, énergique, pleine de projets. 60 ans, c'est les nouveaux 40, plaisantait-elle. Pour toi, c'est sûr, approuvait Christian. Kornefeld Construction devint l'une des plus grandes entreprises du pays. Elle était désormais dirigée par un manager professionnel, mais Clara restait un symbole, la fondatrice, l'âme de l'entreprise. Son histoire inspirait beaucoup de monde. Comment une femme ordinaire avait non seulement tenu bon dans une situation difficile, mais bâti un empire. « Vous êtes un exemple pour nous tous, » lui disait-on lors de conférences professionnelles. « J'ai simplement fait ce que je devais faire, » répondait-elle, « pour ma famille, pour la justice, pour moi. » Un jour, Clara reçut une invitation à prendre la parole lors d'un forum féminin, à partager son histoire avec d'autres femmes. Elle hésita longtemps, mais Christian la convainquit d'accepter. « Ton histoire peut aider quelqu'un, donner de l'espoir, montrer qu'il y a toujours une issue. »
Elle parla donc, sans phare, sans rien taire, de l'amour et de la perte, de la trahison et de la justice, de l'importance de ne pas abandonner lorsque tout semble perdu. Elle parla près d'une heure de ce moment où elle se tenait aux obsèques, humiliée par sa belle-mère, du testament qui avait tout changé, de la lutte pour la justice et pour l'entreprise de son mari, de la nouvelle vie et du nouvel amour qu'elle avait construit. On me demande souvent quel est le secret, dit Clara à la fin de son intervention. Je vais répondre honnêtement. Il n'y a pas de secret. Il n'y a qu'un choix. Chaque jour, chaque heure, nous choisissons. Abandonner ou nous battre, pleurer ou agir, rester victime ou devenir maîtresse de notre destin. Elle marqua une pause. J'ai choisi d'agir. Non pas parce que j'étais spéciale ou forte, mais parce que j'avais une fille qui avait besoin de sa mère, parce que j'avais un mari dont je voulais honorer la mémoire, parce que j'avais moi-même une femme qui méritait une vie meilleure. La salle écoutait, suspendue à ces mots. Et voici ce que je veux dire à chacune d'entre vous. Vous méritez une vie meilleure. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, elle est temporaire. Tout est temporaire. Et vous seul décidez de ce qui viendra ensuite. Lorsqu'elle termina, il y eut un silence. Puis des applaudissements. Longs, puissants, sincères. Après la conférence, des femmes vinrent à sa rencontre, jeunes ou moins jeunes, accomplies ou au début de leur chemin. Elles la remerciaient, l'enlaçaient, pleuraient. « Vous m'avez redonné espoir », dit l'une d'elles, une jeune femme frêle aux yeux rougis. « Je pensais que ma vie était finie, et maintenant je comprends qu'elle ne fait que commencer. » Clara la prit dans ses bras. C'est exactement ça. Il y a toujours un nouveau départ. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur de faire le premier pas. Sur le chemin du retour, Clara regardait par la fenêtre de la voiture la ville qui défilait. Cette même ville où elle avait autrefois été simplement épouse et mère, où elle avait vécu les moments les plus terribles et les plus heureux de sa vie. « À quoi penses-tu » demanda Christian au volant. « À la façon étrange dont la vie est faite. Si quelqu'un m'avait dit il y a 30 ans que tout se passerait ainsi, je ne l'aurais pas cru. Et moi, je n'aurais pas cru que je te rencontrerais, que nous serions ensemble. Le destin peut-être, ou simplement le bon choix au bon moment. » Clara sourit. « Je suis heureuse que tu aies fait ce choix. Et moi, je m'en réjouis chaque jour. » À la maison, une surprise les attendait. Toute la famille était réunie dans le salon. Martha avec Maximilien et les enfants, Mathias avec Katharina, ils étaient déjà fiancés, même Sophie avec son mari. « Que se passe-t-il » s'étonna Clara. « Nous avons décidé de te faire une petite fête, dit Martha, en l'honneur de ton intervention, et simplement en ton honneur. » Sur la table se trouvait un gâteau avec l'inscription « À la meilleure maman, grand-mère et épouse ». Autour, des bougies, des fleurs, des photos de différentes périodes de sa vie. Clara sentit sa gorge se nouer. « Vous n'auriez pas dû. »« Si, » dit fermement Mathias. « Tu as tant fait pour nous, il était temps que nous fassions quelque chose pour toi. » Ils l'embrassèrent tous ensemble, en une seule grande famille. Et à cet instant, Clara comprit que c'était cela, le vrai bonheur. Ni l'argent, ni le succès, ni la reconnaissance, mais ceci. La chaleur des mains de ceux qu'on aime, des regards pleins d'amour, le sentiment d'être nécessaire. La soirée se poursuivit dans les conversations et les rires. Les enfants couraient dans la maison, les adultes se souvenaient d'histoires amusantes du passé. Clara était assise dans un fauteuil, observant tout cela, et se sentait absolument, incontestablement heureuse. Puis Martha s'assit près d'elle. « Maman, je veux te dire quelque chose. »« Quoi, ma chérie ? » ?»« Merci pour tout. Pour être là. Pour être comme tu es. »« Comment ça, comme je suis ? » ?»« Forte, gentille, vraie. Je veux te ressembler. Et je veux que mes enfants te ressemblent. » Clara serra sa fille dans ses bras. « Tu me ressembles déjà. Même mieux. »« Ce n'est pas vrai. »« Si, tu es ma fierté. Tu l'as toujours été. » Lorsque les invités furent partis et que les enfants dormaient,
Clara et Christian sortirent sur le balcon. La nuit était douce, étoilée, paisible. « Belle journée », dit Christian.